Bonus. Trax. Okay, twerp and surprisingly big man. It's 4 against 2, so what say we just call it a day, right? Whoa! They've got footprints on their faces! Are those flames on their heads? Feels like a real hazard for a paper thief. You! I'm gonna grind your bones with my fists! Ooh, that's inspired. We're both gonna grind your bones. Right. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 18e numéro, un numéro consacré pour la première fois à de la VO en direct dans les épisodes normaux, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'annual 2022 des Tortues Ninja chez IDW par Johnny Bas et Rhonda Pattinson. Et aujourd'hui pour en parler, j'ai comme d'habitude mon équipe, puisque j'ai Fab, salut. Salut. Et Roméo, salut. Salut. Mais nous ne serons pas tout seuls puisque nous sommes accompagnés aujourd'hui de Johnny Bas lui-même. Salut Johnny. Hello. Écoute, y a une petite tradition. Alors déjà, très content de t'avoir dans ce podcast. Hein. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement virtuel. Mais y a un petit bizutage qu'on a pour tout le monde quand quelqu'un passe pour la première fois dans ce podcast, c'est de demander ton rapport aux Tortues Ninja. Alors je vais te demander d'une part de présenter ton rapport aux Tortues Ninja et puis après un petit peu ta carrière, ce que tu as pu faire jusqu'ici avant d'arriver sur les Tortues justement. Oula. Alors, je crois que ça va être assez classique, parce que ça a commencé avec le dessin animé des années 80, enfin ouais, 80-90, comme la majorité des gens, je pense, en tout cas de la génération. Tout à fait, ouais. Et alors, j'aimais beaucoup ça, comme beaucoup des gamins à l'époque, mais ensuite il y a eu une espèce de vide, enfin pas vide, mais genre, le dessin animé, il passait sur manga principalement quand j'étais gosse. Plus tu grandis, plus tu commences à réaliser un peu tous les défauts qu'il y a... dans les, enfin pas des défauts, mais genre tu passes à autre chose, quoi, tu grandis tout simplement. Et ensuite il y a eu la version 2003 où j'ai eu du mal à accrocher quand j'étais gosse, et je pense que c'est principalement parce qu'elle était vachement sérialisée, et j'ai fini par comprendre son intérêt qu'à partir du moment où je suis arrivé à ma vingtaine. Du coup en fait j'ai gardé un intérêt, une affection pour les tortues, mais rien de très prononcé pendant un bon moment. L'intérêt s'est reformé quand j'ai atteint ma vingtaine et que j'ai déménagé du Sénégal jusqu'ici. Et que ça, en fait, ça a été un espèce d'alignement des planètes parce qu'il y a eu mon déménagement sur Montpellier et la sortie de la série animée 2012. Et je me suis mis à la mater de manière assez religieusement, principalement parce qu'elle était cool en fait. Et de là, je me suis dit, ok, maintenant j'ai des sous. J'ai mon propre compte bancaire et j'ai pas besoin de dépendre. Et surtout, je suis en France et j'ai accès à plus de choses, donc on va essayer de mettre sur la main sur autant de trucs que possible. Et je me suis mis à lire du comics. J'ai commencé par IDW parce que c'était ce qu'il y avait de plus récent et le plus accessible. Et puis j'ai trouvé des zones plus ou moins légales sur Internet pour me filer l'accès à les vieux comics en fait des années 80 que du coup j'ai pu lire avec un plus grand intérêt. Je me suis mis à mater la série de 2003 et d'un coup j'ai commencé à développer un amour pour les tortues, mais qui allait au-delà de juste... C'est un mélange entre la fascination, parce que c'est un concept vachement absurde, mais qui arrive à... qui a un terreau tellement fertile pour écrire des histoires qui sont beaucoup plus humaines que ce à quoi on pourrait s'attendre avec un concept pareil à la base. C'est-à-dire que je pourrais raconter l'histoire des Tortues Ninja, le rapport entre le père, les fils, les amis qui se font, en omettant que ça parle de tortues et de rats. Pourrait aller raconter ça à une mamie de 70 ans et elle trouverait l'histoire absolument géniale. Mais dès que je lui dis que ça parle de mutants, elle va me dire mais c'est quoi ces conneries. Et c'est un peu ce qui m'a plu en fait, je pense, c'est que je me suis retrouvé face à une certaine maîtrise dans le racontage d'histoire, la qualité des scénarios et des dessins pour ce qu'il y avait de plus intéressant. Et puis après bon, il y a aussi pas mal de trucs qui ont été pondus qui sont d'une qualité discutable. Mais voilà, disons que mon intérêt s'est vraiment formé, pardon, c'est vraiment formé autour de ça. Et, j'ai développé une espèce de limite, pas obsession, mais genre une fascination pour cet univers. Et du coup, maintenant, j'ai des figurines des 4 tortues sur mon étagère et je suis le comics actuel avec intérêt. Et ouais, on va dire que ça va résumer ça comme ça. C'est un peu mon rapport principal avec eux. J'ai développé un intérêt pour l'univers, les personnages et le type d'histoire qu'on peut avoir avec ça.
le fait que tu peux passer d'histoire dans des rues de New York à taper sur des criminels et le chapitre d'après ils sont dans l'espace, dans une autre dimension. Ça aussi ça me fascine. La flexibilité de ces personnages est assez incroyable. Et du coup ouais voilà. Et pour la carrière, je suis né au Sénégal et j'ai grandi principalement avec du coup les cartoons et ouais, beaucoup de Cartoon Network, beaucoup de mangas, beaucoup d'animés et c'est marrant parce qu'il y a il y a le deuxième film Sonic qui sort aujourd'hui. Et je tanne un peu les gens parce qu'aussi médiocre qu'il ait l'air d'être, Sonic est la raison pour laquelle j'ai commencé à dessiner parce que quand j'avais 11 ans, c'est les premières BD que je faisais. Et du coup, de là, j'ai commencé à m'intéresser à la BD en général, même si j'en lisais déjà avant. Et de là, j'ai commencé à en faire mon taf en fait. J'avais 11 ans quand j'ai décidé que ce serait mon taf. Et j'ai bougé en France. J'ai fait mes études dans l'art justement exprès et depuis ça, j'ai écrit et dessiné un roman graphique qui s'appelle Dielia, qui est sorti chez TKO aux États-Unis. Je fais pas mal de couvertures pour tout ce qui est Marvel, DC, IDW, Boom et d'autres gars comme ça. Et j'ai une série chez Image qui s'appelle Monkey Meat, un truc en 5 chapitres pour l'instant. On continue l'année prochaine. Et voilà, c'est principalement ce que je fais en ce moment et je fais comme sur les tortues, ça m'arrive une fois de temps en temps d'écrire et Bon, de à savoir, ça. Faut pas le dire ici, ça. J'ai déjà demandé par mail. Hein. C'est juste qu'il était à chaque fois que j'ai demandé, il était surbooké. Ouais. Dès qu'il y a une opportunité, je m'y glisserai dessus un jour. Hein. Non, c'est assez. Alors c'est la partie cool, c'est que j'ai littéralement pas de temps et je dois passer mon temps à dire non à des trucs et c'est la partie, comment dire, c'est la partie où je suis très chanceux, on va dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à être publié, ça a été quasi constant et Ça allait vite quand même après. Ouais, c'est très perturbant en fait, très honnêtement. Je m'y fais toujours pas. J'ai pas trop compris en fait. J'ai signé mon bouquin pendant la production de Dielia, j'ai commencé à recevoir des offres et je crois qu'à partir du moment où j'ai dessiné pour une histoire pour DC, ça a commencé à ça. Le flux a été quasi constant depuis ça. Mhm. Donc voilà, j'aime bien mon travail, il est fort sympathique. Et t'as quoi comme rythme de travail pour une couverture pour en faire autant? En plus de faire des intérieurs et des séries régulières, quoi. Ouais, alors sur une couve, le truc c'est que la couve en elle-même elle peut me prendre genre une semaine pour trouver l'idée. À partir du moment où j'ai trouvé l'idée, elle me prend une journée, voire moins d'une journée pour faire la couverture en elle-même en fait. Ce qui fait que du coup, pendant que je cherche l'idée sur une couve, voire sur plusieurs couves en même temps, je peux bosser je peux enchaîner plusieurs trucs et bosser sur plusieurs couvertures en même temps parce que mon cerveau arrive à passer d'un truc à l'autre assez facilement. Donc de ce côté-là, c'est plutôt. Là par exemple, j'ai 2 couvertures à faire, 3 même. Et je gamberge tranquille sur les idées jusqu'à ce que ça vienne et du moment où je suis pas trop loin de la deadline, ça va. Ok, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va passer aux news et puis on reviendra à d'autres questions pendant qu'on parlera de l'annual et de comment tout ça est arrivé. Ouais. On va commencer. Alors attendez, je remets les news. On va commencer avec des figues, bien sûr, encore et toujours, puisqu'on en a pas assez sur nos étagères, avec Iron Studio, qui sort 2 nouvelles statues. Non, 2 nouvelles versions de statues, normale et Mirage, pour $200. $200, c'est À peu près. la C'est le prix statuette. unitaire. Ouais. En ok. fait, au dernier épisode, on avait parlé de cette petite figurine diorama, style un peu Ouais, cartoony, qui Elle me tente bien, d'ailleurs. Ouais, pour une J'y ai repensé depuis. quarantaine de dollars, je crois. Et là, ils ont annoncé des statues 25 cm, les 4 tortues et les 2 versions avec bandeau de couleur et bandeau rouge Mirage, avec Raphaël qui est le même pour les 2. Ok. Donc voilà, des nouvelles figues et statues pour les étagères. Ils ont une prod Iron Studio en ce moment. Je Ouais, sais pas il y a combien eu ils ont d'artistes qui bossent dessus, mais Il y a eu beaucoup d'annonces sur leur gamme un peu pop là, les petits dioramas. J'en ai vu passer énormément ces derniers jours. ok. On enchaîne chez Loyal Subject avec des variantes 8 bits phosphorescentes pour caser. Ouais. Et pack avec Best of. C'est quoi le pack avec Best of? En fait, ils prévoient les figurines de chaque tortue. Avec le best-of de chaque tortue, le numéro best-of. D'accord. Sorti ouais, par ok. IDW.
dans un packaging assez cool. Moi, j'aime beaucoup le packaging. J'ai pas encore eu je les ai pas encore eu les Loyal Subject dans les mains, donc je sais pas ce qu'elles valent. Ils ont fait des packs sympas. Ils avaient fait un Battle Damage pas mal avec un packaging un peu pizza, vraiment bien. Donc là, ils développent ils étendent leur gamme à la manière de NECA, hein, de toute façon. Il y a eu des variations 8 bits. Ce qui est marrant, c'est que quand je pense aux couvertures des best-of, on dirait presque que ça a été prévu d'avance, cette histoire. C'est ça, ça pourrait fait vraiment aller totalement packaging avec de l'idée, Toys. ouais. Donc le packaging est vraiment cool. J'ai vu qu'il y avait un casé phosphorescent. Bon, après ça, chacun se fera son avis. Le fig a l'air cool. Moi, j'attends vraiment d'en avoir dans les mains pour savoir ce qu'elle vaut et pour pouvoir comparer avec les NECA, avec les Playmates, avec les Super Sets qui pour l'instant sont les meilleurs, hein, pour moi. Mais ouais, le pack best of, je pense que je me prendrai le Léo encore. Et à noter que ça peut valoir le coup parce que il y a certains best of qui sont très recherchés maintenant. Ouais. Le RAF par exemple qui est sorti en premier. En fait, maintenant est assez recherché et se revend, se trouve assez cher parce que des gens ont pris le. C'était des petits tirages? Ouais, et peut-être que les gens n'avaient pas vu que ça sortait et que maintenant ils les recherchent. Donc je sais pas, mais ouais, j'ai vu du best of RAF partir à 80 balles, quoi. Ah ouais, ok. Un peu n'importe quoi. Donc là pour je crois que c'est une $30. Figurine avec le best of, ne lâchez pas $30 80 balles sur le seconde main, attendez, vous aurez une figurine pour 2 fois moins cher. Et c'est commandable dans les comic shops ou dans vos magasins de toys, c'est dispo chez les grossistes, donc mais du coup, voilà, pas besoin de passer pour l'import. Est-ce qu'ils vont faire une vague 2 avec une fig Jenica du coup et compagnie, parce qu'elle a eu son best-of maintenant? Je sais pas, parce qu'après je sais pas de quoi ils ont les droits pour les figurines. C'est pas les figurines des comics. Donc si ça m'étonnerait, je pense que c'est les figurines de version animated. Ils en profitent pour pour ressortir ces comics, mais je pense pas qu'il y ait de vague 2 après. Je peux me tromper, hein, peut-être que ils ressortiront la casée avec le best-of casée, voilà. Ok. Je sais pas. On va continuer à parler de best-of puisqu'il y a l'annonce d'un best-of d'un personnage dont on a parlé récemment qui fait parler de lui en VF. Parce que j'ai vu, il y a des publiés avec le Rat King en ce moment, donc le fameux Rat King, le roi des rats. Qu'est-ce qu'il y a comme genre de numéro dedans du coup? J'ai eu un doute sur le fait qu'on en ait parlé au dernier numéro, mais il me semble pas. On en a vite fait parler parce que il était non, mais le Rat annoncé, King, on en a juste parlé. le On en a Le parlé best-of, en parlant de la série régulière, c'est pour ça. Il y a vraiment des très bonnes histoires, dont un Tales of TMNT du premier volume qui présente le Rat King et qui est absolument magnifique comme histoire, vraiment bien. Et il y a celle qu'il y a dans le tome dont on a parlé au dernier numéro. Ouais, je pense. Qui conclut en fait le tome VF. Mais en tout cas, il y a un numéro de Tales of qui vaut le coup réellement. Ok. Toi, Johnny, tu suis la VO du coup pour la série régulière et les sorties Tortue, ou tu suis la VF? Ouais. Je crois que j'avais commencé en français et puis j'ai fini par me mettre à l'anglais directement. Donc ouais, je suis toujours là. Alors j'ai pas lu celui qui sort aujourd'hui, pas encore. Je m'y remettrai dans la semaine. Et tu as lu, donc ce que tu nous disais, tu as lu pas mal de vieux numéros également. Ouais. Je vais pas m'avancer et dire que j'ai tout lu, d'autant que ça fait un moment. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Et qu'il y a du volume. Je me suis fait Mirage en fait. Je crois que je me suis fait l'intégralité de Mirage. Avec les Tales of aussi. Probablement. Avec tous les numéros qui sont pas dans les Ultimate Collection et tout. Parce que moi, par exemple, Mirage, j'ai lu que ce qui est en Ultimate Collection, quoi. Donc je sais qu'il m'en manque quelques-uns. Parce que j'avais lu ça sur un site qui récupérait les trucs dans l'ordre de publication, je crois. Après, je saurais pas vous dire s'il y avait tous les spin-offs et tous les numéros spéciaux et tous les voilà. Je sais pas trop comment c'était organisé d'ailleurs parce que ça m'avait l'air un peu bordélique. Mais en tout cas, j'ai lu en tout cas tout ce que j'avais sous la main. C'était une assez grosse quantité et je suis arrivé jusqu'à la fin, même si c'est pas nécessairement une fin. Enfin, ça c'est un autre problème. Ok. Et tu suis la série régulière ou tu justement les best-of, tu les achètes?
Non, je suis juste la série principale. Généralement, je vais lire un numéro bonus quand j'aime particulièrement le dessin ou que ça a l'air de raconter une histoire qui m'intéresse beaucoup, genre Shredder en enfer par exemple. Ça, Ouais. c'est un truc que j'ai lu, mais sinon, je suis pas trop du genre à graviter sur les trucs spin-off. C'est pas nécessairement par manque d'intérêt, je crois que c'est juste parce que j'ai limite tendance à dire que je lis pas la BD juste parce que c'est les tortues. Je lis la BD parce que je l'aime bien. Et donc, de la même manière, je vais pas lire les spin-offs s'ils m'intéressent pas. Ouais, je comprends, ouais. Bah, ça t'évite de lire Bebop et Rocksteady, par exemple. Ouais, Par alors je sais exemple. pas ce que ça peut par exemple. C'est pas ouvert, je sais pas. Bah, c'est pas ouf. Alors, si ton temps est précieux, ne le passe pas là-dedans. Ouais. On va reprendre avec une nouvelle collection, TMNT Kowabunga Collection. C'est quoi? C'est des recueils? C'est des Non, intégrales? C'est le jeu vidéo qui... C'est c'est le- l'intégralité des jeux vidéo qui ressort. Ah, ok, je croyais que c'était une nouvelle collection, tu vois, à la Ultimate Collection, justement. Non, c'est tous les vieux jeux vidéo qui ressortent dans une collection. Et ça sera jouable sur quoi? Sur Je Switch? crois que c'est PS4, PS5 maintenant, Switch. Toute console, ouais. Toute console, ouais. Toute console, ouais. Ouais, est-ce que c'est le genre de choses qui arrive sur la Switch à un moment, ça? Ok, bah intéressant, Ouais. je vais pouvoir me refaire le jeu d'époque version Switch. À voir. Après, il y a pas non plus, il y a beaucoup de jeux qui sont assez médiocres. Hein. Oui. Ouais, mais tu Oui, vois, mais il y a Turtle in Time. le fameux jeu Teenage Mutant Hero Turtles avec la NES, mon premier jeu de NES, du coup. J'ai Comme essayé beaucoup, de le je refaire pense. plusieurs fois, mais sans manette. Donc le refaire sur Switch, ça pourrait être stylé, tu vois. Ouais, parce qu'il y À a, voir. il y a quelques jeux qui sont sympathiques, mais il y a beaucoup d'oubliables. Hein. Je me les étais quasi tous refaits à une période. Et Ouais. même pour dire on joue des tortues, on tape sur des méchants avec les tortues, c'était dur quoi. Après il y a la version Il y aura arcade, par bientôt exemple, Shredder's Revenge, de toute façon. ouais, il y a des versions arcade, donc là ça peut être intéressant. Je crois qu'il y a le Turtles in Time version arcade. Ça c'est cool. Ok, bah à voir, ouais, je pense que Ouais, je testerai. PS5, PS4, Steam, Nintendo Switch, Xbox et Xbox One. Donc Ok, parfait. On enchaîne sur un truc un peu moins parfait, des NFT TMNT. Alors je ne connais pas le contexte, je sais pas si j'ai envie de savoir. Il n'y a pas besoin d'en Bah, savoir plus. On en a voilà, dit tout ce qu'on avait à dire. Ils en ont fait, Funko avait fait des NFT qui donnaient accès à des figurines exclusives. Donc pour ceux qui traînent un peu sur Vinted, ont dû voir pop dernièrement beaucoup de Funko Pop issus de ces NFT qui donnaient accès à des figurines. Voilà, un spécial à dire. Ça, il fallait le mentionner. J'attends toujours que quelqu'un arrive à m'expliquer l'intérêt des NFT. Pour l'instant. Bah, je vais demander À part- Johnny, justement, en tant qu'artiste, tu t'es penché sur la NFT ou pas? Alors j'aime bien l'image de pencher. Imagine te pencher au-dessus d'une poubelle et retirer la tête parce que ça pue. Belle image. Ok, non, c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, ne retrouvez pas dans les détails du truc parce que j'ai compris assez rapidement que la partie débat sur le sujet était extrêmement stérile et inutile. Mais voilà, globalement, c'est un peu ma position sur le truc, c'est que pour plein de raisons, ça a pas l'air fiable. Non, en plus d'être un écocide sans nom. Mais ouais, en plus, ça s'est un peu effondré depuis 1 mois et demi, là, ça commence. Ouais. On enchaîne avec une date de sortie pour The Last Ronin numéro 5. Le 27 avril, du coup, normalement, début mai, vous aurez un hors-série numéro 5 de Tales from the Sewer. Enfin, Et donc, enfin, nous ne ferons plus de news décalage de sortie Last Ronin. Ça, t'as lu par exemple, Johnny? The Last Ronin? Ouais, parce que j'aimais beaucoup le dessin et que bon, j'avais un peu capté le concept et comment dire, les Tortues Ninja, les Tortues Ninja est un de ces concepts qui a souvent tendance à taper dans le futur apocalyptique. Ils font ça, j'irai pas jusqu'à dire à outrance, mais ils le font beaucoup. Du coup, c'est un peu difficile d'être particulièrement surpris quand ils ont tendance à ressortir un peu la même sauce. Après, c'était visuellement très sympathique. En fait, le seul truc que je regrette, et je pense que c'est pour ça que j'ai fini par oublier que ça sortait, c'est que le lire par épisode, c'était pas une bonne idée. Il est pas structuré. C'est long, hein. C'est ça, il est pas structuré pour être lu par épisode, je trouve. Parce que chaque épisode étant juste un morceau,
t'es un peu sur ta faim après chaque partie, et vu que ça prend des plombes pour sortir chaque épisode, ben t'as un peu tendance à oublier en fait. Avec un schéma répétitif de à chaque numéro, tu vois comment 2 personnes sont mortes, et puis voilà quoi. Voilà, Donc, exactement. C'est bon, c'est pas. Je pense qu'en fait, ça aurait été beaucoup plus efficace de le sortir en un seul volume d'un coup. Tu prends toute ta claque d'un coup comme ça et t'es satisfait, plutôt que par morceaux qui sont décalés en plus. C'est pas super efficace, mais bon. Ouais, sur 2 ans, ça commence C'était à un peu venir, notre, c'était un peu notre conclusion lors de nos enregistrements des épisodes 3 et 4. C'est que, c'est pas mauvais, mais en fait, on a perdu un peu déjà l'intérêt à force d'attendre. Et on est obligé de relire, et surtout, il y a une certaine répétition, mais par contre, qu'une relecture complète apporterait quand même de la substance supplémentaire. Et puis on peut pas vendre 70 covers du numéro 1 avec un TPB d'un coup. Ouais. Mais on va avoir l'occasion, parce qu'on en a parlé, on savait qu'il y aurait un beau hardcover. Il a été annoncé enfin, l'édition hardcover. Il a été annoncé en VF aussi. Je sais pas si c'est blindé de bonus déjà. Il y aura sûrement plusieurs éditions pour ce genre de choses. Il y aura une version normale, et après ils nous feront une version avec bonus. Qu'on achètera. Et voilà. Oui. Moi je vais attendre la version avec bonus. Vu que j'ai les singles, je vais attendre la version avec bonus. Parce que oui, je me ferai pas aussi. avoir 3 fois. Je prendrai la version normale, mais je prendrai la version avec bonus aussi. Non mais moi j'ai dit, je vais attendre. Toi tu dis oui, moi aussi, mais non, tu vas pas attendre. Tu vas tout acheter. Après ils peuvent nous faire un TPB avec toutes les variantes. Hein. Puis une version non mais c'est pas du bonus. Non. Ça sera un compendium à force. Une version noir et blanc, ça pourrait être pas mal aussi. On verra. Mais en tout cas, ce sera l'occasion de relire ça en entier de suite, justement. Sur quoi on enchaîne ? J'ai enlevé les news de sous mes yeux. Un compendium TMNT en septembre chez Penguin Random House. Alors sur quelle série du coup ? Sur celle de Mirage, qui comprendra les séries, les numéros 1 à 7, 9 à 14, les micros Raphaël, Mikey, Donatello et Leonardo, ainsi que Fugitoid 1 et Tales of TMNT 1 à 5. 830 pages, $150, un beau bébé. Donc, j'avais lu, je sais pas si t'avais lu l'info, qu'il y avait des numéros qui étaient pas actuellement inclus dans les TP en production, mais qui seraient inclus dans cette espèce de compendium. Alors j'ai plus le nom des numéros. Le Fugitoid 1 par exemple n'a pas été réédité. Mais je sais pas si il est pas dedans. Enfin, je chercherai le tweet de la discussion que j'avais vu, mais c'est un des numéros qui n'était pas présent, tu sais, dans le dernier TMNT classique dont on avait fait le podcast. Bah peut-être dans la suite, dans le volume 2, certainement, parce que c'est pas après c'est publié par IDW, mais c'est chez Penguin. Mais je chercherai la news et je la mettrai à la suite de l'épisode. Ok. Très bien. Mais vraiment un beau bébé pour ceux qui aiment les gros bouquins. Où le contenu sera l'équivalent des pages, je connais, c'est chiant à lire quoi. Ouais, c'est pas le pire. J'ai le The Invisibles, il fait 1100 pages, je crois. Ouais, c'est sûr. C'est pas pratique quand on est en dédicace. Est-ce qu'il a fini par se casser ou pas ? De quoi ? Est-ce qu'il a fini par se casser en deux ou il a tenu le choc ? Alors, ça, le risque aussi sur les grosses éditions comme ça, c'est que c'est pas forcément solide éternellement. Depuis que je n'ai toujours pas trouvé le temps de l'ouvrir. Ok. T'as vu aussi, je rajoute là parce que je viens d'y penser, les IDW Collection là, des TMNT qui sortent au format souple aussi. Mais ça fait un moment, ouais. Ah, ok. Ouais, ils les sortent. Je crois, ouais, ça fait un moment qu'ils sortent là. D'ailleurs, ils doivent approcher du 6e. Ah d'accord, okay. C'est parce que j'ai vu le premier là cette semaine. Ou alors c'est les collections, je sais plus, mais ouais non mais s'ils font pareil sur les Tortues, les Power Rangers, ça serait peut-être l'occasion pour moi. C'est pas le même studio, mais ils ont des collections qui ressemblent un peu. Ouais. Avec le reprint du Superbox, tu l'auras en même temps qu'on lancera le super podcast Tales from the Grid. Spin-off de spin-off, c'est pas mal. Écoutez messieurs, je crois qu'on va passer à notre sujet du jour, le fameux annual qui est sorti aujourd'hui même en fait, si je ne m'abuse. Et on va pas faire le format traditionnel de toute façon, on va pas faire le débrief comme si on n'avait pas un invité de marque avec nous. Johnny, est-ce que tu peux nous dire comment ce projet en est venu à naître ?
À part tes tweets, engagez-moi, qu'on a pu voir. Comment dire, ça a commencé avec. Ils m'ont contacté en 2019, je crois. Non, 2020, peut-être. Ou non, 2022. Ouais, ils m'ont contacté aux alentours de 2020, voilà. Pour faire une couverture pour Jenica. Et c'était la première fois que je recevais un message de leur part. J'avais jamais bossé avec eux avant. C'est Bobby, l'éditeur à ce moment-là, Bobby Curnow, qui m'a envoyé un message. En gros, voilà, on a un spot couverture sur Jenica. Est-ce que tu veux la faire? Je l'ai faite et j'en ai profité pour dire justement, si vous avez un spot sur les tortues, série principale, faites-moi signe. Il est venu me chercher quelques mois après en me disant tu veux faire une couve pour la série principale cette fois. Entre-temps, il y en a aussi eu une sur Usagi Yojimbo. Et du coup, ouais, en gros, voilà, il y a eu ces 3 couvertures-là, et à chaque fois, je disais, le jour où vous avez un spot sur la série principale, donnez-moi un truc. Et c'était aussi la période où je suivais les conseils de quelqu'un que je connais dans le milieu aussi, qui avait fait ce truc justement de faire des tweets en disant vas-y, j'ai envie de bosser sur tel truc, donnez-moi. Et juste pour m'amuser, en fait, j'ai fait justement des tweets avec des dessins des Tortues Ninja, et j'ai fait des tweets de dessins de Black Panther aussi. Et dans la même soirée, j'ai reçu des messages de l'éditeur de Black Panther et l'éditeur de Tortue en mode du coup et du coup ouais, en gros, Bobby m'a envoyé un message me disant on a l'annuel à faire. Ça sera 30 et quelques pages, je crois. Est-ce que tu veux t'en occuper? Et là où j'ai été très surpris et où je m'attendais absolument pas, c'est que dans ma tête, le schéma classique, on va dire, quand tu débarques comme ça dans l'industrie, c'est que tu commences par des petits trucs et ensuite on te file. Il y a une espèce d'échelle en fait, de genre, ok, une pin-up pour une couverture, et puis ensuite dessin sur quelques pages, et puis peut-être on te met en dessin de manière régulière ou quoi. Et si tu sais écrire, Sur des filines de temps en temps, entre 2 arcs, quoi. Ça peut être des trucs ouais, comme ça. voilà, genre un chapitre par-ci par-là, histoire de remplir, tu vois. Et si tu sais écrire, peut-être on te filera une mini-histoire par-ci par-là, rien de bien conséquent. Je m'attendais pas à ce qu'il débarque en me disant bon bah on a l'annuel et on est ok pour que tu fasses le dessin et le scénario. Et le hasard a fait que j'avais une histoire déjà qui commençait à germer dans ma tête en fait, parce que j'avais comment dire, j'ai perdu mes grands-parents l'année dernière. Et l'idée en fait est venue du fait que comme j'habite en France, j'ai toujours pas vu en fait. J'étais pas présent pour leur décès, et du coup il y avait ce truc de quand tu vas retourner là-bas et que tu vas retourner dans leur maison, entrer dans leur chambre sans que la personne y soit en fait, qu'est-ce que ça va faire? Et juste en pensant à ça, je me suis dit c'est marrant, c'est probablement ce que ça ferait aux tortues s'ils débarquaient dans leur maison, dans la chambre de Splinter. Et l'idée est partie de là en fait, d'une espèce de retour et de qu'est-ce que ça a fait dans ton processus de deuil. Et du coup, quand il est débarqué en me disant est-ce que t'as une idée? Ben oui, en fait, j'en avais une. Du coup, juste je pensais pas que j'aurais l'occasion de la faire. Et de là, pardon, je crois que ça a été assez rapide parce que je lui ai donné le résumé. Il l'a soumis on l'a peaufiné ensemble, on a établi ce que l'histoire serait. On a créé l'antagoniste. Et de là, on a envoyé le dossier à Nickelodeon, ouais, voilà, qui gère qui approuve absolument tout, en fait. Chaque fois que tu fais quelque chose sur les tortues, tu dois envoyer à Nickelodeon à chaque fois. Et c'est eux qui te répondent en disant, ok, ça marche ou ça marche pas. Mon point de fierté, c'est que j'ai battu le record de rapidité de réponse de Nickelodeon, qui d'habitude prend une semaine. Là, ils ont répondu dans l'heure, en disant, ouais, vas-y, c'est bon, on n'a pas de notes, fais-le. Et de là, j'ai juste pondu des pages jusqu'à ce que j'ai fini, quoi. Ok. Du coup, Tom Waltz et Kevin Eastman sont mis en consultant sur la série. Ils sont vraiment consultants. C'est pas le faux consultant qui écrit la moitié de l'histoire, quoi. J'ai pas interagi avec eux, mais le truc c'est qu'en fait ils sont, de ce que j'en ai compris, bon, Kevin Eastman c'est Kevin Eastman, donc voilà, on va pas expliquer son rôle. Je pense que ça s'explique par soi-même. Il a un peu un genre regard d'aigle sur tout le truc. Et Tom Waltz, étant donné que c'est lui qui... Tom Waltz c'est l'architecte en fait. Donc quand tu veux utiliser un élément de l'univers en place, il faut s'assurer que Tom Waltz en a pas besoin. Et que ça va pas entrer en conflit avec ce qu'il a envie de faire. Ce qui est un peu le problème de ce qui se passe en ce moment dans la série principale, c'est que c'est pas lui qui écrit parce qu'il est occupé à faire autre chose. Mais la personne qui écrit, Sophie, elle a pas forcément le contrôle sur tout ce qu'elle veut faire.
Ça se sent. Et ouais, et c'est La assez, platine, quoi. c'est ça, c'est assez frustrant, c'est qu'elle est un peu limitée par les directives du côté corporate de la situation. Et pareil, hein, je voulais utiliser Shredder pour le bouquin. On m'a dit que je pouvais pas parce que Tom en avait besoin pour je sais plus quoi. Et du coup, ouais, en gros, il y a des directives comme ça que tu dois un peu gérer. Après, ça t'empêche pas forcément ça te brime pas. En tout cas, moi, en tout cas, ça m'a pas brimé plus que ça. Je sais que dans le cas de Sophie, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup plus compliqué même. Mais moi, en tout cas, pour ce que je voulais faire, pour l'histoire que j'avais en tête, disons que j'écrivais pas une histoire qui s'inscrivait dans le cadre de la série LEW, si vous voulez. J'étais déjà en train d'imaginer une histoire qui pouvait se passer dans n'importe quelle situation du moment que juste Splinter était mort, en fait. Mhm. Et donc, partant forcément de ce postulat-là, l'histoire se valait par elle-même. Elle a été écrite et conçue pour que tu puisses la lire, même si t'as pas forcément de connaissance des Tortues Ninja. Un petit résumé au début et l'entrée dans l'histoire, et tu comprends de quoi ça cause et tu comprends les enjeux émotionnels sans que tu aies besoin d'avoir une connaissance ultime de la situation, j'allais dire géopolitique de l'univers des TMNT en ce moment, quoi. Ouais, le seul truc sur lequel il faut que tu sois cohérent globalement, c'est l'état d'esprit des personnages, et puis après... Ouais, ouais. Et du moment que t'entres pas en conflit avec ce qui se passe dans la série principale, tu fais ce que tu veux. En tout cas, c'est comme ça qu'ils m'ont laissé faire. Et c'est d'ailleurs ce qui tranche avec les deux précédents agnols. 2020 qui servait vraiment d'aftermath au TMNT 100. Et donc le 2021 pareil, où on commence à annoncer Armageddon War, Armageddon Game. Et finalement les deux vont être republiés très prochainement dans des Armageddon Game pré-game, parce que Armageddon Game va réellement commencer cet été, je crois. Donc donc ça tranche avec les deux derniers annuals, pas avec les deux premiers, parce que 2014 et 2016 étaient écrits et dessinés par Kevin Eastman. Donc on était vraiment sur des séries un peu à part, et le 2016 réintroduisait Renette, justement. Donc justement ce personnage qui permet de mettre à côté de la série, hein, vu qu'on a du voyage dans le temps. Donc c'est vrai que moi j'étais un peu, je savais pas à quoi m'attendre, et on a vraiment cet aspect-là qui tranche avec les précédents annuals, où là on est vraiment sur une histoire à part, sur une histoire où on n'a pas besoin de connaître tout le lore actuel, tout le lore très dense du TMNTverse, et on se recentre sur les tortues, parce que dans l'ongoing on a quand même de très nombreux personnages, il y a beaucoup de personnages qui ont été introduits. Et les tortues finalement ont très peu de spotlight, et parce que c'est aussi l'intérêt de toute façon de cet univers-là, hein. Et là on est vraiment retourné sur se focaliser sur les tortues, sur leur caractère, donc voilà. Donc et pour revenir, Tom Waltz devient l'éditeur des Tortues Ninja de l'ongoing. Ouais, je crois que l'annuel était justement le dernier truc sur lequel Bobby a bossé. Il est encore crédité sur le 120, c'est lequel qui sort aujourd'hui? Sur le 127, il est encore co-crédité. Toi, ça t'a pas dans la création de ton annual, il y a pas eu de changement, de problème dû au départ de Bobby, parce que je suppose que bon, il avait lancé cet annual, donc il était en discussion avec lui. Le fait que son départ était annoncé, devait être prévu depuis un moment après. C'est Tom qui récupère ça, donc il y a quand même une certaine continuité, hein, ils ont travaillé ensemble pendant plus de 10 ans. Toi, ça t'a pas perturbé dans ton travail? Il y a pas eu de... Non du tout, principalement parce que quand il est parti, j'avais fini en fait. Donc quand il est parti, c'était aux alentours de quand on commençait à recevoir les pages coloriées. Donc ma partie à moi était faite en fait, et justement je crois que c'est lui qui justement m'avait envoyé le dernier email le demandant de vérifier un dernier coup, histoire d'être sûr qu'il n'y avait pas de problème quelque part, et là c'était fini. Donc non, il a suivi du début à la fin. Donc non, de ce côté là il n'y a pas eu de souci du tout, sachant qu'en plus, comme d'un point de vue de création, on va dire, le processus a été très tranquille. Une fois qu'on avait établi l'histoire, il a eu très peu de... Je crois qu'il m'a même pas demandé de modifier quoi que ce soit sur les pages finales, en fait. Et t'as travaillé avec Rhonda Pattinson, justement, à la colo? Ouais.
Ouais, j'ai tendance à être un peu... comment dire? Quand j'imagine des histoires, souvent j'ai le visuel qui va avec, y compris des idées de couleurs. Là, par contre, en dehors de la séquence de fin où il y a une séquence flashback de deux cases où j'avais une idée d'image coloriée très précise. Le reste, j'avais une idée d'esthétique. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait un dossier PDF expliquant ce que j'avais en tête, disant en gros, j'ai pris des images de vieux comics anglais underground des années 80. Donc je dis voilà, l'essentiel, la majorité du bouquin, je veux qu'elle ressemble à peu près à ça, le côté un peu grunge avec des textures et machin. Et il y a ces deux cases de flashback où là j'ai pris des cases de la BD Lou et je dis voilà, je veux que ça ressemble à ça. Je veux qu'on passe de BD underground anglaise à Lou Julien Neal, le côté tout cuddly, couleur très très soft. Mais j'ai vraiment mis l'accent sur le côté, sur le fait que elle s'occupe de la colo sur TMNT depuis des années. Depuis le début, ouais. Et ça se sent un petit peu qu'il y a il y a une espèce de standardisme du coup qui s'est développé, des habitudes si vous voulez. Et donc je dis franchement, on fait un truc qui est un peu en dehors du reste, amuse-toi quoi. Genre tu peux prendre ça comme base, mais au-delà de ça, genre fais ce que tu veux, fais-toi plaisir, fais les trucs que t'as pas pu faire avant, lâche-toi un peu, te préoccupe pas de savoir si ça me plaira ou pas, juste fais ce que tu penses fonctionne. Et franchement, je suis assez... elle a fait le meilleur taf de colo sur mon taf de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Ouais, ça c'est incroyable, hein. Surtout que Ouais. l'utilisation de la couleur est importante dans le storytelling. T'as toute la gestion sur les bandeaux, sur les corps sombres avec des bandeaux colorés seulement. C'est toi, Ouais, ça ouais. c'était toi, t'avais donné les instructions pour que la partie soit qu'en bandeau rouge. Ouais, c'est pareil pour la pièce où ils sont avec la peinture sur les murs. Ouais. Ça, c'est pareil, ça avait été pensé exprès avec du rouge bien. Je me dis, genre, prends ton rouge le plus puissant que tu peux, quoi. Il faut que ça sorte. Ouais, bah, ça ressort bien en tout cas. Ça ressort vraiment le taf sur les couleurs très 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 intéressant avec juste les silhouettes colorées quand elles attaquent. Donc Ouais. chacune colorée avec le dash pareil de la même couleur. Le travail de Shawnee au lettrage est aussi Yep. très très bon. Ouais, ça c'est pareil, j'avais pré-lettré le truc. Mais lui, par contre, j'ai pas pu interagir avec parce qu'on m'a pas dit, on m'a pas dit qu'il s'en occuperait. Mais ouais, il a réussi à suivre le truc et à rajouter du sien aussi dedans. Et non, franchement, je suis assez. Toi, t'as déjà quand on a lu un peu ce que t'as fait avant, t'as quand même un attrait aussi pour le lettrage, dans la manière dont ça s'articule. De toute façon, ça se voit rien que le Gelia, parce que tu prends la couverture avec cette typo que tu as créé, donc t'as un certain intérêt à ce niveau-là. Donc c'est ça, je me demandais moi si t'allais le lettrer. J'ai vu que c'est Shawnee dessus. Donc ouais, tu lui avais donné des instructions. Ouais, en fait, j'écris pas de script, je fais un storyboard directement avec tous les éléments dessus, y compris des proto-couleurs. Si jamais la couleur a un intérêt narratif important, il faut que ce soit présent pour que ça se comprenne. Et du coup, j'ai tendance à envoyer ça et à demander justement si jamais j'ai des collaborateurs avec qui je peux pas forcément interagir, j'ai tendance à demander qu'on leur envoie ça et qu'ils prennent ça comme une base, pas comme une obligation. Mais du coup, c'est assez cool parce que autant la partie où toi tu t'as dessiné que le lettrage et la colo, en fait, ça donne une sorte de dynamisme que tu arrives à choper dès le début, dès les premières cases, où tu le fais passer avec un peu d'humour et tout de suite, ça te fait rentrer dans une sorte de dynamisme qui fait commenter crescendo en fait tout au long de la lecture. Et je trouve ça assez bien. Enfin, je sais pas, parce que du coup, comme tu nous dis que tu t'as pas travaillé avec le lettreur, je trouve ça assez fou que y ait cette espèce de symbiose en fait entre vous tous pour arriver à donner ce côté dynamique et qui te fait prendre le bouquin du début à la fin. Tu vois, en te disant, en fait, ça monte crescendo, il y a l'action qui est là, et du coup, comme tu dis que tu travailles en storyboard, peut-être ça apporte, enfin, peut-être ça part de là, et c'est ta manière de visualiser le truc qui donne ce dynamisme sur le titre. Ouais, bah en tout cas, c'est voulu comme ça. Sachant que là, en plus, il y avait un. Enfin, comment dire, la manière dont je l'ai conçu était très.
j'ai limite envie de dire, j'ai pas abordé ça comme une histoire des Tortues Ninja. Ça se Ouais, sent mais que ça peut être c'est lu. ça. Ça peut être lu, on remplace les tortues par autre chose, ça fonctionne aussi, quoi. Donc, Ouais. C'est ça. Je voulais que ça soit une histoire qui se vaut par elle-même, indépendamment de si t'aimes les tortues ou pas. Mais je voulais aussi que enfin, ça reste des personnages avec un certain univers et certaines personnalités et tout ça, il faut que tu puisses le lire et te dire effectivement oui, c'est les tortues. Mais du coup, ça veut dire que lorsque j'ai commencé à le construire, je me suis tourné un peu vers genre, de un, les vieilles BD des années 80, mais aussi les films de Jackie Chan. Et un peu tout ce que je kiffais quand j'étais gosse et pourquoi je kiffais ça et du coup même les séquences de combat sont vachement basées sur Jackie Chan dans le sens où j'ai un peu abordé ça dans l'idée de un truc qui me fascine beaucoup chez lui, c'est qu'il a tendance à faire des scènes de combat où il est tout seul contre des groupes de personnes et il est tout maladroit et tout, mais il les défonce les uns après les autres, il est là en train de s'excuser mais il est tout seul en train de défoncer une bande de 15 gars et je me suis dit ok, imaginons du point de vue des mecs qui sont en train de se faire défoncer. Le mec, il doit avoir l'air monstrueux, en fait. Donc vas-y, essaye d'imaginer une situation où les tortues se retrouvent face à un gars qui leur donne à peu près la même impression de genre gros truc monstrueux qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Et essaie d'imaginer des chorégraphies qui vont dans ce sens-là. Où il est tout seul au milieu de 4 personnes qui essaient de l'attaquer et tu imagines comment il les défoncerait, les balancerait sur les murs et machin. Et donc beaucoup de la mise en scène est venue de là, en fait. De gros pathos au début, scène de combat à la Jackie Chan, puis scène de discussion, et puis à nouveau scène de combat, mais cette fois tournée dans le sens où comment on appelle ça encore? L'ascendant a changé. Et ensuite, on finit sur la séquence de fin. Donc, L'émotion. l'objectif était vraiment essayer de construire ça comme un court-métrage de film d'action, un truc de ce style. Comme des autres. Enfin, comment on appelle ça encore? Comme des créateurs de films hongkongais pouvaient faire, quoi. Et je sais pas si tu as des inspirations particulières, mais moi, la sortie de la lecture, j'avais l'impression d'avoir lu des Tortues Ninja par Tartakovsky, quoi. Dans le style, dans le... Oui. Ah bon, ça, j'ai un Samurai Jack fait partie des grosses influences. Hellboy aussi. Quelqu'un a fait la... Hellboy, ça se sent, c'est quand que tu tweets, hey Mike, je suis disponible pour faire du Hellboy. C'est la prochaine, c'est le prochain objectif. J'oserais jamais. Le pire, c'est dans cette histoire, c'est que genre, autant j'aime beaucoup Hellboy, autant je sais pas si je ferais quoi que ce soit de vraiment très bien dessus. Il a déjà été tellement utilisé, et puis mon dessin était déjà tellement influencé par Mignola, j'ai pas envie de débarquer derrière pour faire du sous Mignola, ça aurait pas tellement d'intérêt. Donc en soi, j'ai pas de désir particulier de bosser sur Hellboy. Par contre, une couverture, oui, ça je veux bien. Mais sinon, un bouquin entier, une histoire complète. Si c'est lui qui l'écrit, ouais. Mais sinon. Ouais, tu t'engages pas trop. Voilà, je vais pas débarquer sur les plates-bandes de quelqu'un dont j'ai déjà piqué tellement de choses que ça n'aurait pas tellement de sens, je pense. Si c'est lui qui fait l'histoire avec son approbation et tout, ouais. Mais sinon. Bah, le crossover Tortue Ninja Hellboy, reste à faire. Hein. À tester. Ça, je veux bien. Ça pourrait être fun à faire. Oh putain. Et t'es content toi-même du résultat ou pas? Ouais, j'ai un... En fait, les tortues sont sur ma liste de trucs, de choses sur lesquelles je voulais bosser depuis des années. Donc dès l'instant où j'ai signé ça, j'ai même un de mes meilleurs amis qui m'a dit, tu te rends compte qu'on se connaît depuis genre 8-10 ans. Le jour où on s'est rencontrés, tu me parlais déjà du fait que tu voulais bosser sur les Tortues Ninja. et ça y est, c'est fait. Et il y avait un peu cette pression. Pas par rapport à la fanbase ou quoi, parce que ça, j'ai fini par capter assez rapidement que c'est pas possible de plaire à tout le monde. Mais plus par rapport à moi-même, en fait. J'avais envie de faire un truc que je sais que j'aurais aimé parce que c'est une bonne BD, pas juste parce qu'il y a les Tortues Ninja dedans. Et c'était un peu mon objectif là, et j'ai réussi à faire un truc qui me plaît à moi. Et qui en plus de ça est un peu genre ma manière de process mes propres trucs perso derrière. Donc non, ouais, franchement, je suis assez content. Je trouve qu'on a fait du bon boulot sur celui-là. Mais là, avoir bossé à faire un annual, c'est pas une finalité. Si tu peux refaire quelque chose dessus. Ouais. Après, par exemple, vous me verrez pas en régulier sur la série, par exemple. Ça m'intéresse absolument pas. J'aurais pas la patience pour le faire. Des histoires par-ci par-là, même si c'est pas moi qui les écris, ça j'aimerais beaucoup. Après, pour ce qui est d'écrire à nouveau, bizarrement, j'ai pas d'histoire précise, même si j'ai des idées, mais j'ai envie de faire un truc avec Alopex. Parce que je trouve son concept vachement sympa et que je trouve son design absolument sublime.
Et je trouve qu'un peu comme le reste du cast, il y a un peu ce côté genre sous-utilisé en ce moment pour beaucoup de personnages. Et j'en ai parlé avec Sophie d'ailleurs justement de ça, hey, laisse-moi m'amuser un peu avec ça, avec Alopex, si tu peux convaincre les gars de me donner un truc, une mini-histoire, un truc de 30 pages, ce serait nickel. Je veux juste pouvoir avoir un peu de fun avec le renard. Une maxi-série, 60. 60 pages pour notre plaisir des yeux à nous. Le personnage est vraiment cool, design de Franco Roux, hein, qui est le premier à l'avoir dessiné. Mais après, sur ton annual, enfin, je sais pas, peut-être c'est moi qui ai extrapolé avec la fatigue et tout, tu vois. Mais je suis sorti de là et ça m'a fait un rappel au Tales from TMNT, je crois que c'est, où il y a la partie blind, où c'est que un nombre, là. Le Blind Side de Jim Lawson. C'est ça. Et du coup, j'ai eu vachement de... Enfin, quand j'ai fini, j'ai ça qui m'est venu à l'esprit. Je sais pas si toi, ça t'a influencé ou... Si tu l'avais lu déjà? Parce que ça me dit rien. Je vais regarder sur Google, voir si ça me dit quelque chose. Parce qu'il est possible que je l'ai lu. Mais par contre, non, c'est pas du tout en rapport avec ça. En fait, j'ai tendance à beaucoup utiliser les silhouettes quand je dessine. Et je crois que c'est à cause de Prince et Princesse. Ouais, donc en fait, la faute est plus du côté de Prince et Princesse. Et il doit y avoir d'autres trucs, je pense. À mon avis, Samurai Jack et les autres cartoons de cette période qui avaient des silhouettes très très spécifiques sont sûrement très responsables de ça aussi. Mais ouais, une grosse source d'inspiration, c'était ça. Comment on appelle ça encore? Il y a cette notion en animation de donner à ton design une silhouette aussi reconnaissable que possible. Et mon cerveau aime bien quand les choses ont un design très simple et très reconnaissable, justement. Et puis surtout, il y a ce fait que, genre, ces personnages, ces 4 tortues ont été designés à la base, à l'origine, avec la même tronche et des masques similaires. Et je me suis dit, si tu joues un peu justement avec ces silhouettes, que tu leur donnes des silhouettes différentes et que tu leur remets à nouveau un masque similaire sur la tronche, tu peux jouer avec le côté ombre, en fait, et t'amuser avec ça. Ah ouais, non, effectivement. Par contre, alors, j'ai jamais lu Blindside. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Par contre, dans le style de narration, ça ressemble à un épisode de Samurai Jack où il y a une scène où il se bat contre un ninja et c'est dans silhouette comme ça. On donne de noir sur blanc. Et ça, pour le coup, c'est un bon exemple de comment les cartoons ont influencé ma tendance à chercher des silhouettes. En tout cas, ça marche super bien. Enfin, du moins, ça a super bien marché pour moi sur ce passage-là. Parce que j'ai trouvé ça super cool et ça m'a fait penser justement à tout cet arc que moi j'avais beaucoup aimé. Du coup, bravo. Merci. Tu as voulu mettre des influences ou des hommages dans ton manuel, des Tortues Ninja, où tu voulais vraiment t'en détacher et faire ta propre histoire, sans faire trop de Easter eggs, parce que ça peut être le risque quand on fait une série comme ça qu'on apprécie énormément, c'est de se dire je prends plein de choses que j'adore et juste j'essaye d'en mettre un petit peu pour montrer que je connais, que j'aime et essayer de satisfaire les fans. Et parfois à tort. Je suis parti du principe quand j'ai commencé à bosser dessus que j'avais rien à prouver. Et surtout que justement c'était un piège dans lequel je voulais pas tomber parce que je déteste ça quand je le vois dans d'autres choses. Et que justement j'ai tendance à vouloir essayer d'aller à l'encontre de beaucoup de ce qui se fait maintenant parce que beaucoup de ce qui sort tourne autour de la nostalgie, de la référence à outrance et justement de nécessité de connaître le truc pour pouvoir comprendre ce qui se passe et ce que j'aime pas du tout. Et donc en fait, au contraire, j'avais tendance à vouloir essayer de créer quelque chose où t'as pas besoin d'être à l'affût et t'as pas besoin de comprendre le mythos des tortues pour pouvoir comprendre ce que t'as devant les yeux. Je crois que le seul écart que je me suis autorisé, c'était parce qu'il avait une utilité dans l'histoire, c'est le Cowabunga, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas utilisé dans la série principale. Et là, quand j'ai eu l'idée de ça, je me suis dit, ok, c'est le meilleur truc que tu pouvais trouver pour finir cette scène, en fait. Et il a une valeur pour le lecteur, mais surtout, c'est un mot que tout le monde connaît, même les gens qui n'ont jamais vraiment lu ou regardé les tortues, ils connaissent les tortues pour Kawabunga et la pizza, quoi. Et donc ça a une valeur pour les personnages dans l'histoire, ça a une valeur pour toi, lecteur, parce que tu sais que ça a une valeur symbolique aussi. Donc c'est vraiment le seul truc que je me suis autorisé. Et sinon, non, la seule référence qu'il y a dans le livre, elle a rien à voir avec les tortues. Sur la page 3, ouais, 2 ou 3,
Mikey est sur un panneau, il y a marqué la librairie et c'est une référence à un magasin une librairie de bouquins en anglais ici que des amis à moi tiennent, où je passe beaucoup de mon temps. Donc j'ai tendance à beaucoup faire ça, je mets des références à elle dans mes trucs. Donc voilà, c'est le seul truc, c'est la seule référence à quelque chose qu'il y a dans le bouquin, je crois. Fab et Roméo, je vais vous piéger, vous êtes obligés de faire ça devant l'auteur, mais vous en avez pensé quoi dans les grandes lignes de cette annual? Moi j'ai déjà fait un thread sur Twitter aujourd'hui pour dire tout bien que j'en pensais. Ça a été dur pendant une semaine de pas en parler. Moi ça faisait très longtemps que j'avais pas apprécié un comic Tortue Ninja parce que l'ongoing, on sent actuellement qu'il y a eu des soucis d'Ido, que Sophie ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait faire. Moi j'avais vraiment aimé le numéro, je crois que c'est 114 ou quelque chose comme ça, où ça parlait de Mutant Town, où t'avais vraiment cette implication politique et de savoir ce que les mutants voulaient faire. Et après on le retrouvait moins. On a eu on a eu Toka et Razar qui sont arrivés. Et on sentait qu'elle pouvait pas avancer réellement parce qu'il se préparait quelque chose derrière. Et d'ailleurs, Tom Waltz avait annoncé son retour futur. Et ça se sentait et ça se sent sur les derniers numéros. Il y a des choses intéressantes, mais on n'avançait pas autant qu'on pouvait avancer, comme on a pu avancer depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, donc moi c'est un numéro que j'ai vraiment apprécié. L'écriture, comment dire, si c'est pas les tortues, c'est pas grave, ça fonctionne. Et moi malheureusement je serais sûrement passé à côté de ça si c'était pas les tortues, vu que je lis moins de choses. Donc c'est dommage et j'espère que les gens seront curieux au-delà de l'aspect tortue, parce que c'est une vraie bonne histoire, c'est un vrai bon comic book. Il y a de l'action, le découpage est très intéressant, c'est pas carré, il y a vraiment des très bonnes idées de découpage, et dans l'utilisation des 4 tortues qui attaquent, notamment le jeu des silhouettes pour marquer cette attaque dans le noir est très inventif. Et puis en tant que nous où on suit les tortues depuis longtemps, on a ce petit moment à la fin qui nous raccroche à l'ongoing, qui fonctionne, qui doit pas fonctionner pareil auprès de ceux qui connaissent pas, mais dans la globalité l'histoire fonctionne. Voilà, on a dit tout bien qu'on pensait de la colo et du lettrage, donc ça donne un tout cohérent. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié une lecture Tortue Ninja depuis autant. Donc c'est pas une question piège. Il y aurait pas de Juni, j'aurais dit de la même manière. Moi, là j'ai masse de boulot, du coup je suis en retard sur la série régulière. Du coup, quand l'annual a été annoncé, quand on l'a reçu un peu en avance, j'y suis pas allé tout de suite parce que je me suis dit ça serait bien que je rattrape un petit peu la série pour avoir l'annual, parce que le dernier annual avait un lien avec l'ongoing principal. Faut savoir, moi je regarde pas du tout les sollicitations, je prends mes comics parce que des fois la couverture elle est belle, donc ça me donne envie, je le lis et puis voilà. Et du coup j'ai pris l'annual, j'étais à la bourre, j'ai pas rattrapé mon retard sur l'ongoing, et je me suis dit tant pis, je vais regarder l'annual. J'étais pas du tout parti pour le lire parce que je voulais pas, me spoiler un truc ou quoi. Donc j'ai commencé à le lire, et en fait, c'est tout quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure, du dynamisme et tout, mise en page, couleur. En fait, juste avec ça, t'arrives à saisir l'essentiel de l'histoire, et sans forcément, avoir besoin de tout lire. Et déjà, ça a marché suffisamment pour moi pour que je retourne le lire. Du coup, je l'ai lu entièrement juste avant qu'on enregistre là, pour que, en fait, je me suis rendu compte que ça spoilait pas la série principale, et ça c'est cool parce que du coup, c'est vraiment un numéro que tu prends, genre, ça me rappelle, tu vas dans un comic shop, il y a un comics qui attire ton attention parce que le cover elle est cool, tu le prends, tu le lis, t'as une histoire, et ça s'auto-suffit. T'as pas besoin d'avoir toutes les références, machin.
et j'ai retrouvé ça. En plus, le titre est assez touchant, tu vois, dans sa manière de raconter la relation qu'il y a entre les frères. Comme je disais, c'est sur le ton de l'humour, mais c'est assez touchant la manière dont ils interagissent entre eux. Et j'ai trouvé ça... Enfin, moi, il m'a beaucoup plu à cet annual, mais du coup, ça a matché, et ça me fait plaisir de voir qu'il a... Enfin, comme Juni disait tout à l'heure, de voir qu'il a été pensé de manière à ce que ça puisse être un titre hors de tout, que tu puisses lire comme ça, parce que je l'ai vraiment pris comme ça sur ma lecture et de la manière dont je l'ai vu, en sachant qu'au départ, je voulais pas le lire pour pas me spoiler, qu'en fait, juste à la lecture, juste en le feuilletant, il arrive à te transmettre quelque chose et à te donner l'envie, tu vois, de vraiment prendre le temps de le lire. Et j'ai trouvé ça super cool. Ouais, bah moi aussi, c'était grosse claque. J'étais un peu dans la même condition que toi. J'ai du retard sur l'ongoing et du coup, je voulais voir. Enfin, j'avais peur de me spoiler. J'ai assez rapidement compris que ça ne me spoilerait pas et qu'il n'y avait pas grand chose à savoir de la situation et que tout ce qu'il y avait à savoir, je le connaissais. Franchement, j'étais assez surpris que. Alors, je connaissais pas du tout le fait que c'était inspiré d'une histoire personnelle, mais le fait que tu sois un peu, que t'aies fait ça un peu dans ton coin sans avoir vraiment d'influence de l'extérieur, c'est assez surprenant parce que ça s'intègre parfaitement, je trouve, dans l'ambiance de ce que sont les Tortues Ninja depuis 10 ans. C'est une série qui justement fonctionne d'un point de vue émotionnel parce que les personnages et les relations sont vraiment tirés du réel. Pour moi, c'est la série qui gère le mieux ça, comics, de tout ce que j'ai lu, en fait, cet ongoing. J'ai jamais vu une aussi bonne gestion émotionnelle et relation entre les personnages que là-dedans. La gestion des groupes, c'est un univers très dense et ça le fait très bien. Et à côté de ça, du coup, j'ai assez adoré tout ce côté émotionnel du numéro. Et à côté de ça, c'est une grosse claque visuelle. Je trouve que à la fois tous les styles dont on a parlé, particulièrement les scènes sur fond blanc en ombre, la deuxième attaque, la contre-attaque du vilain là, je la trouve magnifique et c'est une suite de pages, de plans presque iconiques des tortues où je les ai jamais autant vus ressortir individuellement et où l'association et la disposition des quatre avec leurs couleurs respectives, ça marche à mort. Je trouve que ça ressort sur toutes les pages. Je trouve ça assez incroyable. Donc ouais, vraiment, j'ai adoré ce numéro. Je suis comme Roméo. Depuis le numéro 100, j'ai pas eu de grandes envolées sur la série. Et là, c'était vraiment on revient à quelque chose d'extraordinaire. Donc merci, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de remercier les auteurs. On le fait quand on peut. Mais merci pour ça, c'était vraiment bien. Je suis plutôt chaud de te revoir sur des one-shots ou mini-séries ou je ne sais quoi. Ça m'intéresse. Pas forcément des tortues en plus. Sur n'importe quoi, ça donne bien sûr. Moi, mon Kimmich, j'ai commencé. J'attends d'avoir l'intégralité pour lire. Pour revenir sur la deuxième attaque, la chorégraphie, elle marche et elle fonctionne. C'est pas juste des personnages qui tapent et bon, on s'en fout dans quel ordre ils sont, dans quel sens ils sont. Voilà, on sent la chorégraphie et on la voit, on arrive à la visualiser, même si c'est juste des silhouettes. Ça fait plaisir à entendre parce que c'était un peu l'objectif, j'avais un peu peur de foirer ça. Ah non, c'est très bien. Moi j'adore, tu vois, c'est ce que t'as fait avec typiquement les interactions entre Raph et Donnie pendant le combat où c'est des dessins dans la bulle de parole. Il le fait à une ou deux reprises et en fait je trouve que c'est assez marrant parce que ça apporte la touche d'humour et l'interaction qu'il y a entre eux où tu sens que c'est pas tout à fait ça mais bon il y a quand même de la bonne volonté mais ça marche pas et du coup moi c'est le genre de petits détails tu vois que j'ai trouvé super cool et qui donne au milieu du dynamisme la petite accroche qui en fait c'est tout comme mais là typiquement dans le combat c'est pour faire une catapulte et dans la lecture, ça fait pareil. Tu vois la chorégraphie du truc, quand t'arrives là-dessus, paf, ça te relance sur tu dis ça parce que c'est Don, toi. Non, mais tout de suite. Tout comme Manu, toi, le sourire de Mikey, tu devais être comme un fou. Oui. Parce que les personnages ont leur moment, je trouve ça vraiment stylé. Pour te résumer, Manu est team Mikey, Fabien est team Don et moi je suis team Léo, donc.
Ouais, bah j'ai essayé justement parce que Leonardo est mon préféré, c'est pour ça que ça commence avec lui. Et c'est probablement celui avec lequel je m'identifie le plus. Et puis c'est le leader, Mais donc c'est cohérent en plus. Ouais. ouais, bah c'est pour ça que enfin, je suis grand frère aussi en fait. Et d'une fratrie de trois, du coup j'ai un peu cette idée de genre la dynamique entre les différents membres de la famille quoi. Mais au final, ce qui était marrant, c'est que Mikey était finalement le plus satisfaisant à écrire parce que pour arriver à écrire le personnage correctement, il faut arriver à te mettre dans la tête d'un perso. Et du coup, j'ai passé un mois à peu près dans la tête de chacun des quatre pour essayer pour savoir ok, comment il bougerait, qu'est-ce qu'il dirait, comment il réagirait à telle ou telle situation. Et du coup, être dans leur état d'esprit pendant un mois, c'était absolument génial. Parce que je sais pas pourquoi, hein, je saurais pas vous expliquer, mais c'est absolument génial d'être dans la tête de 4 Tortues Ninja. Et Mikey est le meilleur de tous, et je pense que c'est parce que comme c'est le plus jeune et le plus festif des quatre, justement, il y a ce côté un peu genre... il est plus positif, il est plus... Un truc que j'arrêtais pas de dire à mes potes, c'est que l'un des éléments que j'aime le plus chez lui, finalement, c'est que Mikey est vendu un peu comme cette espèce de boulet un peu juvénile. C'est le cœur du groupe. Exactement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez lui, et surtout dans la version IDW, c'est que c'est celui qui a le plus de sensibilité des quatre. Et c'est celui qui, du coup, quand tu dois te mettre dans sa tête, t'es un peu plus joyeux et un peu plus positif, on va dire. Là où Leonardo, dès le début, le poids des responsabilités, le fait que de par sa personnalité, il est très dans la discipline et de machin, il était beaucoup plus déprimant à imaginer. Raphaël, il faut imaginer tout le côté, il aimerait bien faire un peu plus, mais il a pas forcément les outils pour pouvoir s'exprimer comme il faut, machin. Donnie, il a ce côté plus analytique, et Mikey, il a ce côté genre, c'est un gamin, mais c'est pas un idiot pour autant. Et c'est là où est la nuance, c'est arriver à trouver ce truc. Et du coup, il est très satisfaisant c'est un cerveau très satisfaisant dans lequel se mettre. Mais je trouve il apporte la caution humanité, tu sais, un petit peu. Il a ce côté candide et un peu rêveur Ouais. qui rapporte un côté très humain en fait au fait que enfin que c'est des tortues, tu vois, mais ça a ce côté vachement humaniste. Enfin non, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ça apporte le côté vraiment plus humain au groupe, je trouve. Ouais, bah c'est un peu l'idée, notamment la première page où il tape dans Donnie. Le... Ouais. C'est fait assez naturellement, c'est assez bizarre parce que d'une certaine manière, les personnages te disent ce qui va se passer. C'est pas toi qui choisis en fait, c'est que surtout des personnages comme ceux-là où ils existent depuis des décennies maintenant. Tu peux dire des générations, parce qu'il y a eu plusieurs générations des personnages. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais disons, voilà, c'est vraiment cette idée de genre, tu as une certaine idée à ce stade de qui ils sont en tant que personne. Et du coup, tu crées un cadre et limite, c'est eux qui te disent ce qui va se passer à partir du cadre que tu leur as donné. Et à un moment, l'histoire est un peu en roue libre et tu fais juste que, suivre le fil, quoi. T'es juste, est-ce que t'es conscient que tes tortues, juste les silhouettes, c'est très tattoo friendly et tu risques de voir passer des gens qui se le tatouent? Écoute, pourquoi pas, hein. Moi, ça me va, hein, y a pas de souci. Oh, purée. Je dis pas ça pour moi, enfin, peut-être. On verra ça, ouais. Tu te feras tatouer ta com plus tard. Non. Je voulais savoir, tu lui disais que les Tortues Ninja c'était un de tes life goals. T'en as d'autres ou pas que t'as pas encore réalisé du coup? Alors, la liste s'est remplie assez vite, en fait. Ça a été très perturbant. Il y avait Thor, j'ai fait une couverture. Et très honnêtement, je sais pas ce que j'arriverai à faire sur Thor qui n'ait pas déjà été fait, en termes d'écriture. Robin, et c'était le premier truc que j'ai fait chez DC. Voyons voir qui d'autre je voulais dessiner. Superman, j'ai une histoire de Superman qui pareil, tiendrait en 30 pages. Un jour, Inch'Allah, ils me laisseront la faire. Black Panther, ça c'est déjà fait, j'ai fait une mini-histoire de 10 pages. Et peut-être un jour, ils me laisseront faire les 5 numéros que j'avais prévus ensuite. Ouais, Après, il y avait qui encore? Nova. Nova, c'est toujours pas fait, j'ai toujours pas touché. Et Nova, je pense justement, j'aimerais le faire parce que je veux taper dans ce côté très. Un peu comme Mikey, justement. Le héros ado, un peu juvénile sur les bords, qui est fun et dont le cerveau a l'air très sympathique à visiter.
Tu peux faire un team-up de Nova et Beta Ray Bill, comme ça t'as un peu de tort avec. Ouais, ce serait très tentant, ouais. Mais en fait, j'ai remarqué que j'ai une tendance Parce à que ton genre... style sur Beta Ray Bill, je pense que ça serait la folie. Ouais. Bah, alors, je pourrais mettre Beta Ray Bill sur la liste, très franchement. Ce serait très fun. Le problème Mais de ouais. Beta Ray Bill, c'est que là, il y a quelqu'un qui vient de mettre la barre très haute Ouais. il y a pas longtemps. Ouais, justement, je pensais à ça et c'est chaud. C'est très très chaud. Mais ouais, après, sachant qu'un team-up Beta Ray Bill Nova a déjà été fait, donc en soi... Mais ouais, est-ce que j'avais d'autres trucs encore? Peut-être une couverture de Sonic le Hérisson. Le truc, c'est que je trouve pas que je pense pas que j'arriverai à faire quelque chose de très intéressant sur Sonic. Ou alors il faudrait que je change vraiment comment je dessine. Je sais pas, peut-être un jour. Mais ouais, en fait, là, j'arrive à un stade où la liste des trucs qui existent déjà, tous les trucs sous licence, m'intéresse plus forcément des masses. Je fais mes propres bouquins, mes propres histoires. Bon, enfin, je dis ça, mais le bouquin sur lequel moi, c'est une réinvention du Capitaine Nemo. Donc, on est toujours sur un truc qui existait déjà avant, juste... Se le réapproprier. C'est ça, c'est exactement ça. C'est modifier totalement. Enfin, pas totalement, parce que ça reste le Capitaine Nemo, il y a des éléments très iconiques qui doivent rester. Mais c'est une histoire... C'est une histoire différente de... S'il était sous licence, on me laisserait pas faire ce que je suis en train de faire avec. Ok. Un petit univers de DuckTales aussi avec ton trait. Oh purée. Tu vois, ça j'aurais trop peur. C'est un monument de mon enfance, les BD Donald et Picsou. Je peux pas... Non, je saurais... C'est tellement tentant, et en même temps, j'aurais tellement peur de faire une bêtise, parce que... En vrai, ce serait un challenge, parce que là, je lisais le comics anniversaire de Sonic le Hérisson, et j'ai pas été aussi content et satisfait depuis très longtemps, et principalement parce que c'était juste purement fun, en fait. C'était sans prétention, mais extrêmement bien fait. Il y avait ce côté BD pour enfants qui se veut juste très divertissante et très fun, mais qui du coup te met de bonne humeur, en fait. Et je me rends compte que c'est un truc qui me manque pas mal dans beaucoup de BD qui sortent. Il y a un peu cette perte je crois que ça se prend un peu trop au sérieux. Il manque le côté un peu aventure fun. S'il y a bien un truc sur lequel j'ai tendance à rejoindre les complaintes de il y a trop de politique dans la BD, machin, je suis pas d'accord avec le principe, mais par contre je suis d'accord avec le fait que ça a tendance à supplanter le côté aventure fun de pas mal de ces concepts qui sont pas censés être pour une audience de mecs de 40 balais, quoi. C'est des concepts beaucoup plus orientés gosses, et j'étais assez content de lire une BD qui justement assume ce côté-là et le fait extrêmement bien. Donc DuckTales, ce qui est Picsou, Donald et tout, je pourrais le faire si j'arrive à créer un graphisme qui me va, et si j'ai une histoire qui justement transmet à fond le côté aventure. Je veux absolument pouvoir garder cet aspect-là. Et avec vu ta génération, t'as pas des kinks genre Power Rangers ou Transformers ou des trucs comme ça? J'arrive pas à dessiner les Power Rangers d'une manière qui me satisfait. Ouais. Et puis ça, pareil, je sais pas si j'arriverai à... Il y a des trucs où j'estime avoir la lucidité de savoir que je saurais pas faire du très bon taf dessus. Les Power Rangers, c'est tentant, tu vois, mais je pense pas que je serais très efficace dessus. Les tortues, par contre, quand l'idée est venue, j'ai senti la confiance de me dire, ouais, là, je peux faire quelque chose de bien. Mais il y a d'autres trucs, je pense pas. Peut-être un jour, hein, on sait jamais. Après tout, les gens changent et puis il y a des idées qui viennent. Mais là, à l'heure actuelle, ça va. Je me sens pas. Je me Puis sens il y a du monde aussi sur les Rangers en ce moment. Ça défile et chaque fois c'est des niveaux différents, chacun un style différent. Et pour arriver à se réinventer, je pense que ça doit être très compliqué aussi. C'est un peu le challenge de beaucoup de ces trucs, surtout parce que les Américains ont tendance à beaucoup utiliser de licences. Et c'est pareil, quand tu veux bosser sur du Wolverine ou des gars comme ça, on m'a filé une couverture Wolverine à faire, j'ai pris un moment avant de trouver une idée qui me plaise, quoi. Et si juste ça, c'est compliqué, imagine inventer toute une histoire. Et c'est un peu mon problème avec beaucoup de comics licences. J'ai envie de dire, il y a ce souci de arriver à trouver des nouveaux trucs. J'avais commencé à lire Batman Last Night on Earth, je crois que ça s'appelait. Ouais. Et le truc, c'est que genre, j'ai commencé à lire parce que c'était Scott Snyder et Greg Capullo, et que j'avais beaucoup aimé La Cour des Hiboux. J'ai lu 10 pages, 15 pages, et je suis arrivé au stade où je me suis dit, ok, bon, c'est une histoire post-apocalyptique, ok, bon, le monde est encore parti en couille, et puis t'as encore... Si t'avais lu que La Cour des Hiboux de eux, t'as pas eu le changement d'ambiance, quoi. C'était plus linéaire. Ouais. J'ai lâché à partir du moment où... Je crois que c'est le Joker, l'histoire juste après, et j'ai pas particulièrement accroché à celle-là.
Ou Death of Ouais, the Family. et à partir de là, j'ai un peu genre décroché. Et du coup, ouais, donc ce bouquin-là, je l'ai lu parce que je me disais, ok, ça a l'air cool, je vais regarder, je vais jeter un œil. Et au bout de 15 pages, je me suis dit, ok, bon, bah, monde post-apo. Comment dire, un monde super-héroïque post-apo où tout le principe c'est juste de les voir habillés en mode à la Mad Max et se taper contre des trucs un peu abusés. Je l'ai vu 14 000 fois, c'est bon quoi. Et ça me Je fait ça vois. assez souvent en fait. Donc forcément, quand tu dois derrière toi imaginer des histoires, ça devient difficile. Comment tu fais un truc qui n'a pas déjà été fait quoi. Qu'est-ce que tu lis justement à côté de ça, toi? Alors, j'ai tendance à tourner plus en D en fait. Et le dernier truc que j'ai lu c'était Laila Star, qui Oh, m'a fait très bon. chialer. Ouais, qui m'a fait chialer comme un bébé, et je sais toujours pas pourquoi. En ce moment, il y a Step by Bloody Step chez Image. Et ouais, donc essentiellement de l'indé en fait. J'ai tendance à. Ou en tout cas, les trucs pas sous licence, justement. J'ai tendance à essayer à graviter vers des BD qui, un, durent pas des plombes, parce que j'en ai marre. Et deux, souvent, j'ai tendance à plébisciter des trucs où. Si c'est par chapitre, j'ai tendance à préférer attendre que ça soit fini. Mhm. Et sinon, sauf si les chapitres se valent par eux-mêmes. C'est ce qui fait que Monkey Meat, par exemple, chaque numéro est sa propre histoire. Tu peux les lire même dans l'ordre que tu veux, ou juste en lire un seul, parce que c'est conçu pour que chaque numéro soit son propre truc et se tienne par lui-même. Et c'est principalement parce que justement, je commençais à en avoir marre de commencer à lire une série. Et chaque mois, j'ai tendance à même oublier parce que ben, j'ai oublié ce qu'il y avait la fois d'avant. Chaque numéro est pas forcément super satisfaisant en soi. Donc ouais, du côté indé, par contre, c'est super satisfaisant. Tu peux tomber sur des gemmes qui te plaisent énormément. Tu vas sur Et le là, concept ou sur un auteur, sur un artiste, ou peu importe? je gravite souvent par rapport au dessin. En fait, ça va beaucoup varier. Souvent, le dessin va être mon premier critère. Le premier truc qui va m'attirer, ça va être le visuel. Mais ça m'est arrivé de lire des BD dont j'aime pas forcément des masses le dessin, parce que le concept était intéressant. Ça m'est aussi arrivé de lire une BD. Ça m'arrive assez rarement de lire une BD à cause du scénariste, mais une fois de temps en temps, ça peut m'arriver. Mais ouais, souvent, ça va commencer par le dessin. Et tu lis des mangas ou du franco-belge à côté? Alors, c'est là l'ironie, c'est que j'habite en France, mais je vais quasiment jamais dans les magasins de BD chercher des BD. Je crois que c'est un mix entre le prix et le fait que quand je me retrouve dans le magasin, je sais pas si c'est l'abondance de trucs ou quoi, mais il y a rien qui me, Hmm. y a rien qui me tape particulièrement dans l'œil au point que je me dis, ouais, ok, je vais débouler 30 balles pour ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut que je me fasse violence et que j'y aille un peu plus souvent. Une fois de temps en temps, ça m'arrive d'aller dans un magasin, de m'acheter une BD juste. Là, j'avais la Mécanique Céleste, qui est un assez bon exemple, en fait, parce que je l'ai lu et j'aime beaucoup le dessin, mais je pourrais pas vous dire de quoi ça parle. J'ai totalement oublié l'histoire. Et ça arrive très souvent avec la BD franco-belge. Je vais trouver les dessins absolument sublimes, mais l'histoire va pas me laisser d'impact et je trouve ça très bizarre. Ok. Du côté des artistes Tortue Ninja, tu as des références, il y a vraiment des travaux que Oui. t'apprécies. Santo Logo étant mon dieu sur Terre, voilà, je pense que ça va être une surprise pour personne. Il m'énerve en fait, tellement c'est bien fait. Voilà. Et le gars qui avait dessiné le spin-off sur le one-shot de Mikey au début, Andy Kuhn. ouais, voilà, c'est mon autre préféré. Et c'est principalement parce qu'il a un trait qui est très. On dirait qu'il a dessiné ça au couteau. Et je trouve que ça va vachement bien avec les tortues, justement, en termes d'esthétique. C'est assez efficace. Si je te posais la question tout à l'heure des références, c'est que sur une de tes cases où t'as la main du monstre en noir derrière Oui. les tortues, ça m'a fait penser à la cover de ce numéro. Ouais, alors, j'y ai pensé après, mais c'est un hasard total. C'est plus parce que parce que j'aime les silhouettes et que j'aime dessiner des mains, en fait. Et c'est marrant que tu cites Andy Kuhn, qui je sais est souvent plébiscité par les artistes pour le côté très anguleux, avec vraiment une approche animated, mais qui auprès du grand public accroche moins. Le tome d'Andy Kuhn fait partie de ceux qui est le moins apprécié d'un point de vue dessin. Ouais, ce que je trouve très dommage. Je suis d'accord. Mais bon, on verra. C'est son style qui a été utilisé pour le film animé crossover avec Batman. Ils ont utilisé son style comme base et j'étais très content de voir ça. Ouais, parce que c'est un style qui peut vraiment fonctionner au niveau animation. Ouais, Donc Santo Luco et Andy Kuhn. ouais. Je pense que ça va être mes principaux. Après, alors, il y avait l'histoire, mon histoire préférée des Tortues de Mirage, c'était La Rivière. Et il faut que je retrouve le nom du gars qui l'a dessiné. Rick Veitch. Rick Veitch.
Ouais, donc Rick Veitch est mon préféré de l'époque Mirage. C'est l'un de mes. Quand j'ai lu cette histoire, en fait, son dessin m'a tapé il m'a tapé dans l'œil, mais d'une puissance. Et ça m'est resté. Et je pense que c'est justement, l'une des raisons pour lesquelles tu vois, je le veux, le livre. Je l'ai pas, La Rivière. Et ça me frustre parce que je le veux sur mon étagère. Justement, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai dessiné l'annuel de cette manière, c'est à cause de lui. La prochaine fois que tu viens sur Lyon, je t'en apporte un. Sérieux, tu en as? Ouais. Waouh. Ok, ouais, effectivement, je prends. Waouh. Mais donc, ouais, donc Rick Veitch. Ils viennent demain. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Non, moi pas. Voilà, c'est bon. Bah écoutez, on va conclure ce podcast alors. Johnny, merci beaucoup d'être venu. N'hésite Voilà. pas à revenir, t'es toujours le bienvenu. Si jamais il y a un thème des Tortues Ninja à un moment qui t'intéresse, parce qu'on traite à peu près de tout. Si jamais t'es chaud, ou si tu retournes, tu reviens bosser sur les tortues, et ben reviens par chez nous avec plaisir en tout cas. Ok, ça marche. En attendant, Merci beaucoup. écoutez, on vous retrouve bientôt. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut. Salut. Salut.